Se peut-il que la vie continue après la mort? C'est sûrement la question que tout le monde se pose sur cette planète. Quelle que soit sa culture, sa croyance, on aimerait bien avoir une réponse ferme et définitive. Seulement voilà, personne en ce bas monde n'est en mesure de nous l'apporter. Toutefois, il y a de nombreuses pistes d'espoir. La vie après la mort, ce soir, je vous en dis toute la vérité, rien que la vérité, celle de mes invités. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Bellanca. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. La vie après la mort, peut-on y croire? Voilà bien la question qui trotte dans la tête de chaque être humain sur cette planète. Nombreux sont ceux qui cherchent à en être sûrs. On en parle ce soir avec mes invités et eux. Virginie Bobet est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. On va dans un instant découvrir l'ouvrage que vous nous proposez. Et puis Sandrine Chopin est également là. Salut ma Sandrine. Salut mon Bob. Bon, ça va faire plaisir à tous tes fans de BTLV. J'espère. Qui te retrouvent ce soir, puisqu'en fait, toutes les deux, vous êtes dans l'actualité. Virginie, vous sortez Alice, la vie après la vie. C'est un joli ouvrage, un roman qui parle justement de cette possibilité. On va détailler un petit peu votre bouquin tout au long de cette soirée, sans donner bien sûr le fin mot de l'histoire, parce qu'il faut donner envie à tous ceux qui aiment cet univers de lire le bouquin. Ça sort chez Le Lotus et l'Éléphant. Et alors, je vous l'ai dit, j'ai été franco de port tout à l'heure, je ne l'ai pas lu, en fait je l'ai reçu hier. Ou avant-hier, et on m'a dit, bon, je crois que c'est votre attaché de presse, m'a dit, ça va plaire à Bob. J'ai dit, pas de problème, on fait l'émission mercredi, vous êtes ici. Alors je connais un peu le sujet de la vie après la vie pour l'avoir abordé très souvent sur BTLV, mais je suis ravi de vous avoir, d'autant que vous l'abordez par le prisme d'une adolescente, d'une jeune fille de 17 ans, et c'est ce qui m'a touché un petit peu dans cette histoire. Sandrine, l'actualité, c'est des célébrités face au surnaturel, un ouvrage qui sort là, et qui est en précommande d'ailleurs sur BTLV, à un tarif réduit. Alors là aussi, très bel ouvrage quand même. Et non des moindres, puisqu'il est issu effectivement des émissions que j'ai faites ici. Voilà. Et je me suis régalée. Voilà. Alors c'est un autre exercice, puisque journalistiquement parlant, c'est de l'écriture et pas de l'interview orale, mais c'est la retranscription, en tous les cas, avec un voyage émotionnel supplémentaire. Alors on verra justement comment les stars se positionnent face au surnaturel et face à cette vie après la mort, parce que tu as posé des questions là-dessus, donc on verra tout cela. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais bien sûr évoquer le sondage. Nous postons un sondage toutes les semaines sur YouTube et Twitter. Regardez. BTLV, croyez-vous en la vie après la mort? Oui, 73,3% répondent oui, donc non, 4,4%. J'aimerais y croire. Il y a un S en trop, avec 22,2%. Et puis sur Twitter, je crois, c'est Twitter ça ou pas? Il n'y a pas marqué. C'est YouTube. Donc en fait on inverse. Oui 80%, non 4% et j'aimerais y croire 15%. On voit quand même que beaucoup y croient. C'est quelque chose qui vous a, Virginie, on le sait la tendance, il y a beaucoup de gens dans cet univers qui croient à la vie après la mort. C'est quelque chose qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur la vie après la mort? Parce que moi j'avais lu quand j'étais gamin Raymond Moody, voilà. Et puis là vous écrivez un roman sur ce sujet. En fait, dès l'enfance, j'avais cette drôle d'impression que j'étais pas d'ici. J'avais du mal à reconnaître mon corps, mon visage, c'était très particulier. Je me reconnaissais pas dans le miroir. Et puis bon, on s'y fait, on finit par s'identifier à un moment donné. Et puis je pouvais voir les drames qui se jouaient autour de moi, mes parents, etc. Et je me disais, mais c'est pas possible, on vient pas sur Terre pour vivre ça. Est-ce qu'on peut être heureux? Comment on fait là? Il y a une erreur là. Et j'ai été muée par ça en fait, par comment on fait pour être heureux, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre, et ça m'a pris très très jeune, je me souviens 8-10 ans déjà, je me posais ces questions-là, donc très vite en fait j'ai été plongée dans des questions existentielles. Et vous en parliez à vos parents? Oui, j'en parlais un petit peu. Ils ne savaient pas quoi me répondre en fait. Ah ouais, c'est pas une forme d'hypersensibilité justement extrasensorielle, d'avoir déjà, on parle beaucoup d'HPE, au potentiel émotionnel, qui justement soulève ces questions dès la jeune enfance? Moi j'avais des perceptions très particulières que j'essayais d'exprimer, mais qui étaient souvent très vite coupées, parce que je trouvais pas des personnes qui me donnaient l'effet miroir, ou qui me disaient ah oui moi aussi je vis ça. Quand je me réveillais le matin par exemple, j'avais l'impression de quitter une vie en fait. Ah oui.
Carrément. Donc j'ai encore, ça peut encore m'arriver, même si c'est un peu moins, mais je pouvais décrire des paysages, décrire des sensations. C'est-à-dire que votre nuit était finalement une deuxième vie, en fait, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'était très particulier. Et du coup, arriver dans la vie terrestre, j'ai envie de dire, c'était lourd et c'était compliqué. Et puis des perceptions aussi visuelles que j'essayais de retenir de toutes mes forces, parce que c'est pas facile de voir des ombres passer sur les côtés. Quand on tourne la tête, en fait, il n'y a pas d'ombre. On se dit, tout ça sort, c'est bizarre. Puis plein de perceptions particulières. Dès que je me concentrais sur quelqu'un, je pouvais avoir des perceptions émotionnelles, en fait, là. Donc c'était perturbant. Et à l'adolescence, à un moment donné, il faut se construire, en fait. Donc, j'ai tout fermé. Et puis, j'ai dit, non, allez, il faut que j'essaye de me construire moi. Et puis, ça me mettait un peu en décalage avec la société, avec les copines. Donc, à un moment donné, on choisit de se construire soi. L'adolescence, c'est une période particulière déjà. Alors, en plus, avec ça, c'était pas simple. Donc, j'ai fermé les antennes. Sauf que quand j'ai fermé les antennes, au bout d'un moment, on n'est pas bien parce qu'on n'est pas vraiment soi, en fait. Donc, en fait, oui, vous repoussiez ce qui était vous profondément. Ouais, c'est-à-dire que voilà, vous mettiez sur le tapis alors qu'on ne peut pas. Et puis je niais, j'étais dans le déni, dans le déni total. Ouais. J'étais dans le déni total de plein de choses. Et puis j'ai eu mon premier enfant et pendant l'accouchement, en fait, je me suis retrouvée au plafond de la salle d'accouchement. Moi, c'est quand j'ai fait l'enfant que j'étais au plafond. Comme une décorporation. Je me suis décorporée et en fait, au début, je me suis vue moi et puis le personnel hospitalier. Mais il y a eu un arrêt cardiaque, il y a eu quelque chose? Non, mais c'était éprouvant, c'était un accouchement rapide très éprouvant. Et en fait, j'ai vu que tout autour de moi, il y avait des immenses champs de lumière et je voyais des spots lumineux en fait tout autour de moi. Et d'un seul coup, en me tournant vers ces spots lumineux, je me suis détendue. Et en fait, je me suis sentie portée par quelque chose d'extrêmement doux et beau. Ouais. Et je me suis dit, mais il n'y a pas de danger, en fait. Et puis, ok. C'était cotonneux, comme quelque chose d'amour inconditionnel aussi. C'était lumineux, apaisant, réconfortant. Chaleureux. Ouais, c'est intéressant parce que ce que vous dites, ça fait beaucoup référence à tout ce qu'on entend sur les expériences de mort imminente. Bien sûr. Bon, on en parlera parce que, bien sûr, passera une tête tout à l'heure Jocelyn Morisson, qui est un spécialiste, journaliste, de ces questions d'expériences de mort imminente. Sandrine, tu as évoqué la vie après la mort avec les vedettes que tu as pu interviewer, qui se retrouvent donc dans le bouquin des célébrités face au surnaturel. Parmi ces vedettes, laquelle t'as senti a été la plus réceptive à cette question? Alors, il y en a deux. Très distinctement, c'est Nathalie Marquet-Pernot, bien sûr, qu'on connaît sur ces sujets, mais de façon plus inattendue, Marie Fugain, qui a eu des contacts avec sa sœur décédée, elle a vécu des situations de VSCD, vécu subjectif de contact avec les défunts, avec une de ses anciennes amies qui est aussi décédée. Donc elle, c'était plus inattendu en termes de ressenti. Alors évidemment, je le raconte dans le livre, c'est assez spectaculaire comme témoignage. Alors la vie après la mort est une question que l'on se pose. Dites-nous, vous, sur les réseaux sociaux, si vous y croyez ou pas. Bien sûr, commentez tout ce qui est dit ce soir. On est en direct sur Facebook, YouTube, Twitch. Vous pouvez mettre des étoiles, bien sûr, pour nous aider sur Facebook, des pouces, des cœurs, tout ce que vous voulez. Et puis on rappelle quand même que nous rentrons dans la 10e année de BTLV et que si Leclerc existe, c'est parce qu'il y a des abonnés. Et on vous propose de nous rejoindre avec maintenant des abonnements sans engagement. Donc comme ça, vous pouvez venir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est quand vous voulez. Donc n'hésitez surtout pas. On va mettre le lien, bien sûr, à votre disposition parce que maintenant je fais tout. Donc voilà, je mets le lien, parce qu'en fait, voilà. Tu es devenu je suis l'homme orchestre, le Rémi Bricade que les jeunes ne connaissent pas, mais que les vieux oui, de BTLV. La question que j'ai envie de vous poser quand même, Virginie, c'est est-ce que vous êtes certaine qu'il y a quelque chose après? D'une conviction personnelle, oui. Pour continuer ce que je disais, en fait, après, il y a eu tout un passage où j'ai été très comprimée à l'intérieur de moi et par plein d'émotions qui revenaient. Et il a fallu que je fasse un énorme nettoyage, un énorme travail sur moi. Et puis
Et puis ensuite, je me suis mis à de nouveau retrouver des perceptions que j'avais enfant, que j'avais enfouies, qui revenaient tranquillement. Et puis là, voilà, on se bat contre soi-même en fait. Et puis jusqu'à un moment où on accepte. Et à ce moment-là, s'ouvre une porte très lumineuse. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et ensuite, j'ai pu connecter des êtres de lumière qui m'ont parlé, qui m'ont enseigné pas mal de choses. Et c'est eux qui m'ont soufflé le livre, en fait. Mais quand vous étiez enfant et que vous aviez ces ressentis, etc., vous aviez des contacts avec quelque chose, des gens, des entités? J'avais l'impression d'entendre la radio, mais vous savez, comme quand on change la radio, on change tout le temps de station. Vous avez des on change les fréquences et puis on entend quelques bruits, après on entend quelques voix, et puis j'entendais comme ça. C'était la clairaudience. J'entendais des choses, mais des fois c'était même pas en français, des fois c'était en vieux français. Je comprenais pas tout et surtout je savais pas d'où ça venait. En fait, j'avais aucun repère, aucune référence. Donc pour moi, c'était. Puis au début, vous savez, quand vous grandissez avec ça, vous croyez que c'est normal en fait. C'est après que vous comprenez que tout le monde n'entend pas. Ben oui, parce qu'en fait, j'imagine que vous discutiez avec vos amis, etc. Donc, c'était pas aussi clair. J'avais pas des contacts comme quand on peut bavarder. J'entendais des choses, mais ça restait comme si c'était la télé en arrière-fond. Je me branchais pas dessus, en fait. Je me concentrais pas, je faisais pas le zoom dessus. Parce que justement, comme je savais pas trop ce que c'était. Vous aviez jamais peur ? Si, il y avait plein de moments où j'avais peur. Déjà, j'avais beaucoup de mal à m'endormir. Il fallait que je me serrais très fort dans les couvertures parce que je me sentais partir, en fait. Et ça, c'était pour retenir. Ouais, je demandais à ma mère de me border très, très fort. À l'époque, on avait les couvertures et les draps, on bordait très fort. Et je lui disais de me border très fort. Ou si elle ne m'avait pas bordé, je me glissais vraiment pour essayer de pas que ce soit lâche, les draps. Parce qu'en fait, j'avais besoin de m'endormir contenu, parce que je me sentais justement... Donc ça, c'était très désagréable en fait. Cette sensation de décorporation à l'endormissement, c'est très très désagréable, on se demande ce qui se passe. Et la réincorporation, elle vous plaisait ou la réincorporation, je la vivais moins en conscience, c'était c'était pas une vivance vraiment, c'était plus, je me souvenais de ce qui se passait dans l'autre monde, comme moi j'appelais ça. La réincorporation, c'est compliqué parce que... On dit que c'est difficile. Ouais, c'est difficile parce qu'on a l'impression d'être comme du gaz... Voilà. Vaporeux, léger. Il faut rentrer dans une toute petite boîte de conserve, donc c'est très compliqué. Ouais, j'ai souvent entendu dire que c'était comme une espèce de combinaison de plongée trop petite et mouillée. Bah déjà, même quand elle n'est pas petite, c'est dur à rentrer dedans. Mais alors petite, c'est... Voilà. Donc une sensation très désagréable de revenir dans cette réalité, cette densité de terrestre. Et puis ce sentiment d'être limité, complètement limité, et d'être une petite chose, c'est compliqué. Alors il y a le prisonnier sur les réseaux sociaux qui dit « J'ai déjà fait l'expérience d'une décorporation, mais campé sur mes deux jambes. » Parce que il y a quelque chose aussi qui arrive souvent chez des gens, c'est que, en fait, beaucoup étudient aujourd'hui les décorporations, etc. Il y a même des pilotes de ligne, ou pas de ligne, de chasse, pardon, qui avec les jets sortent de leur corps, des pilotes de voitures, etc., alors qu'ils sont au volant. Et ils se voient, et il y a beaucoup d'astronautes dans la centrifugeuse. Voilà, comme s'il y avait quelque chose qui sortait du corps et qui observait, et ils se voient souvent tourner. Enfin, et ça, ils ne savent pas vraiment ce qui sort, parce que la vraie question, c'est est-ce que c'est l'âme, est-ce que c'est la conscience, qu'est-ce qui sortait de vous, qu'est-ce qui allait se balader, d'après vous ? Pour moi, c'est la conscience. Après, comment savoir exactement, c'est compliqué en fait. Puis qu'est-ce qu'on met derrière les mots ? L'âme, la conscience, ça reste quand même quelque chose d'assez proche. En tout cas, ce que je sentais, c'est que je n'étais pas que ce corps physique. Ça, pour moi, c'était clair. Ça l'est toujours d'ailleurs. Je suis pas ce corps physique. Pour moi, j'enfile juste un habit en fait. Et comme tu disais tout à l'heure, oui, envie de vivre cette vie en fait, envie de s'éclater parce qu'en fait, on est juste là, un peu comme si on enfilait un costume au théâtre. Pascal Légitimus faisait des voyages astro quand il était plus jeune. Ouais, il m'en a pas mal parlé, d'ailleurs c'est dans le livre bien évidemment. Alors lui c'était sous une autre forme parce que c'était la nuit en rêvant aussi. Et il en garde un souvenir à la fois magique, merveilleux, assez déconcertant à l'époque. Mais il raconte tout ça et tout ça c'est effectivement dans le livre. Et il a vécu pas mal d'expériences déroutantes. Alors lui il faut savoir qu'il avait une grand-mère qui était médium, etc. Donc élevée dans une tradition justement d'ésotérisme. Et
malgré tout, il se posait beaucoup de questions, il ne savait pas où il allait, il disait je me retrouve dans le 13e, je vais faire des trucs, enfin, il y avait... Voilà, il y a eu beaucoup de choses, puis après il y a eu des premières lectures qu'il a eues, il y a eu le 3e œil, et puis il y a eu pas mal de lectures qui l'ont ouvert, et puis ça a été, après quand on ouvre la boîte de Pandore, c'est infini. Donc, On compare énormément les expériences de mort imminente, bien sûr, qui peut-être ouvrent la porte à un espoir fort, celui de la vie après la mort, au voyage astro, comme si c'était la même chose finalement, quand quelqu'un fait un voyage astral, c'est une expérience, alors, la personne revient, mais visiblement les gens vivent un peu la même chose quand ils font une expérience de mort imminente, cette sensation de sortir du corps, et puis de se regarder, et puis ce côté ouaté, ce côté chaud, le grand tout, on n'a pas de corps mais on existe, enfin c'est ça qui est fou. Alors peut-être que vous arrivez, on aura dans quelques instants Jocelyn Morisson, je ne sais pas si en régie on peut me dire s'il est déjà connecté ou pas, mais dans tous les cas on lui posera la question, parce que lui ça fait des années qu'il travaille sur ces sujets, et il nous donnera lui en tant que professionnel et journaliste sur ce sujet son sentiment. Alors je sais que vous êtes nombreux et nombreuses vous à partager, on l'a dit tout à l'heure avec le sondage, ce sentiment qu'il y a quelque chose après. Moi ce qui m'embête, c'est qu'il y a toujours ce doute. C'est-à-dire que la vraie problématique qu'on a avec tous les expérienceurs, tous les gens qui nous racontent, on a reçu en 10 ans beaucoup de gens qui nous parlent de tout cela, c'est qu'il y a toujours ce doute. Je me dis, mais quand est-ce que je vais avoir la réponse à 100%? Et en fait, je pense que je l'aurai quand je vais mourir. Donc voilà, absolument, parce que voilà. Mais c'est un peu frustrant de se dire que on touche du doigt des semblants de preuves, des choses, mais on ne sait pas. Et est-ce que vous auriez, vous, la sensation que finalement, ça pourrait changer les choses dans le monde d'aujourd'hui? Si je vous posais la question à toutes les deux, si on avait la certitude que la vie après la mort était une réalité, est-ce que vous avez la sensation que peut-être le monde dans lequel on vit serait différent? Moi, je pense que le monde serait différent parce qu'on aborderait ne serait-ce que la naissance, nos épreuves de vie et la mort de façon absolument complètement différente, en fait. Plus sereine? Plus dans l'acceptation, je pense. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ne pas trouver de sens à leur vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très fort. Et beaucoup de personnes vont vers justement la recherche de l'âme, la connexion à l'âme, à ses guides, tout ça, pour aller chercher qui je suis, qu'est-ce que je viens faire, est-ce que j'ai une mission Donc je pense que oui. Sandrine? Moi, je pense que ça changerait tout. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que j'adore traiter ces sujets. Parce qu'en fait, comme tout est lié, bien sûr, si on avait la certitude que tout est vrai, que tout est vraiment lié... Que ça existe. Que ça existe. Les gens prendraient tous conscience, sans avoir ce doute, de leur potentiel ultradimensionné. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une réalité, a priori, amoindrie. On aurait tous la capacité, la possibilité d'avoir ces capacités extrasensorielles, mais on les a bloquées, fermées, chacun pour des raisons différentes. Et je pense que si on avait la conscience, en tous les cas la conscience, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont cette conscience-là, mais on ne peut pas dire que c'est une vérité absolue. Mais si c'était une vérité absolue, les gens oseraient tout, mais dans le bon sens du terme. Ouais. Ils ne se brideraient sur rien. Et puis ça met en perspective la vie, les choix. Voilà, enfin, moi je... Bon, deux femmes ce soir, un homme arrive dans un instant. Deux femmes, Sandrine Chopin, des célébrités face au surnaturel. Il y a son livre qui est en précommande. On va peut-être regarder, si vous le voulez bien, la pochette, parce qu'effectivement, on y voit toutes les stars qui ont accepté de répondre. Et je dois dire que on doit leur rendre hommage, parce que c'est pas simple. Il y a quand même Patrick Chenet, Marc Toesca, Pascal Légitimus, Franck Leboeuf, Mireille Dumas. Il y a Laurent Wolf, magnifique, voilà, donc extraordinaire. Et puis ce bouquin également que vous pouvez vous procurer, Alice, la vie après la vie. On parlera plus en détail du bouquin parce qu'on va revenir sur cette adolescente de 17 ans parce que tout part d'elle et on va voir comment elle appréhende justement cet après. Avant cela, j'aimerais vous signaler que dans une poignée de secondes, nous aurons Jocelyn Morisson qui sera avec nous également. Et avant cela, j'aimerais aussi vous signaler que dorénavant, les lives sont le mercredi. Une fois, c'est Bob vous dit toute la vérité, celle de ses invités. Et l'autre fois, c'est la libre antenne et ça donne ça. Vous avez vécu quelque chose d'étrange, de mystérieux. Je regarde et donc je donne les jumelles à mon ami. J'étais là observé, il me regarde et donc on s'est regardé, on a dit mais c'est pas possible, c'est un ptérodactyle. Depuis ce jour-là, vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser. Deux engins, je dirais non conventionnels, qui étaient en forme de polygone, de couleur marron, qui éclairaient, qui volait à peu près à une cinquantaine de centimètres du sol. Vous n'avez jamais osé en parler autour de vous, de peur d'être jugé. Donc j'ai ouvert les yeux
Et dans l'encadrement de la porte de ma chambre, j'ai vu la silhouette d'une silhouette de petit garçon. Vous avez toujours eu peur d'être pris pour un fou. Je suis sorti sur ma terrasse et puis j'ai regardé aux jumelles. Alors c'était des boules jaunes, 4 boules jaunes au début qui étaient stationnaires et ensuite qui ont commencé à bouger. La libre antenne BTLV est là pour vous. Sans jugement, sans censure, en tout anonymat. Témoignez de ce que vous avez vécu. Envoyez un mail à rédaction@btlv.fr. Rendez-vous donc mercredi prochain en direct et en clair sur les réseaux sociaux de BTLV pour vos témoignages. Peut-être avez-vous vécu des choses absolument incroyables durant l'été ou durant les mois ou de votre enfance, peut-être comme Virginie lorsqu'elle était petite et qu'elle faisait ses voyages astro. Donc 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Et on parle bien sûr de cette vie après la mort aujourd'hui avec mes invités Virginie Bobet et puis Sandrine Chopin sur le plateau. Et il fallait quand même qu'un homme soit à mes côtés également pour que je me sente pas trop seul. C'est Jocelyn Morisson. Salut Jocelyn. Salut Jocelyn. Oui, salut Bob, bonsoir à tous. Bon, ravi de t'accueillir Jocelyn sur BTLV afin que on évoque cette vie après la mort que tu étudies depuis très longtemps. La question que j'ai posée à ces dames juste avant le teaser de la libre antenne, c'est est-ce que ça changerait quelque chose si, pour toi, qu'est-ce que ça changerait d'ailleurs dans la vie et même dans l'histoire de l'humanité si on avait la certitude absolue que cette vie après la mort était une réalité ? Ah bah oui, ça changerait tout, on vivrait nos vies différemment, sans peur, on aurait beaucoup moins peur forcément de notre propre disparition et puis de la perte de nos proches. Mais bon, tout ça, ça a un sens aussi, le fait que la vie soit limitée dans le temps, c'est aussi probablement qu'on a quelque chose à apprendre de ça. Vous m'entendez bien, ouais ? Très très bien, très très bien. D'accord. Parce que moi, je vous entends hyper faible là, sur le plateau. Mais oui, là, ça changerait tout, c'est sûr. Est-ce qu'on peut vivre sans avoir de preuves, en ayant la conviction, comme disait Virginie aussi, moi je pense beaucoup comme ça. Moi j'ai la conviction aujourd'hui, tu parlais au début de l'émission de la notion de croire, et c'est sûr qu'on pose toujours la question comme ça, est-ce que vous croyez en une vie après la mort ? Aujourd'hui, moi je dirais qu'il y a beaucoup de raisons très rationnelles de penser que oui, la vie ne s'arrête pas avec la mort du corps physique, pas seulement les expériences de mort imminente, mais aussi toutes les expériences qui tournent autour de la mort, et puis aussi bien sûr les sorties du corps, etc. Mais toute la médiumnité, les expériences qu'on appelle périmortelles autour de la mort, les visions des mourants, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on peut considérer que la survie, en tout cas de la conscience, c'est une hypothèse complètement rationnelle aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Et Jung, à la fin de sa vie, tu le sais, quand on lui a demandé s'il croyait en une vie après la mort, il a dit je ne crois pas, je sais. Donc on n'est plus dans la notion de croyance à partir d'un certain point, même s'il faut garder une part de doute. C'est pour ça qu'on parle de conviction aussi et pas de certitude comme a dit Virginie. Alors effectivement, on est plus dans la conviction que dans la certitude, mais moi il y a quelque chose que je voudrais te demander quand même, Jocelyn, toi qui travailles depuis longtemps sur ce sujet. La notion de vie après la mort, s'il y a quelque chose qui perdure, on est quand même un grain de sable dans l'univers, la planète Terre. Donc, il y aurait un but de l'univers finalement quand je vois ça, parce que si on vient ici, qu'on engendre, quand on a de la chance, il y en a qui arrivent pas, et qu'on meurt. Et si on revient, est-ce qu'il y a un but ? Donc ça va au-delà de notre petite vie d'humain et de terrien, c'est-à-dire que ça a un champ des possibles absolument incroyable. Je lisais cet été un bouquin d'une biologiste qui disait mais la vie sur cette planète, le fait qu'elle soit arrivée là où on en est, c'est comme si on avait gagné des millions de fois au loto. C'est-à-dire que le hasard, à un moment donné. Mais elle disait, ça veut dire que finalement, le but de l'univers, peut-être, c'est que la vie intelligente se propage. Donc, si on fait partie de ce processus, donc, ça veut dire que derrière cette vie après la mort, il y a quand même, il faut penser plus grand, non, Jocelyn ? Bah, tu poses la question du sens de l'incarnation. Je m'entends en écho, mais donc oui, c'est sûr que pourquoi est-ce qu'on vient ?
D'après ce que j'ai compris, moi aussi, lu, entendu, on continue d'évoluer en fait dans l'au-delà, dans l'après-vie. Hein. Il y a une évolution qui se poursuit. On peut aussi penser à nos vies multiples, comme quoi on se réincarne et tout ça de façon simultanée. Peut-être qu'on a plusieurs vies en même temps, dans plusieurs époques, dans plusieurs espaces-temps. Hein. Aujourd'hui, il y a plein de réflexions sur cette notion-là de multivers, d'espace-temps multiples. Donc ça ouvre des perspectives philosophiques immenses, bien sûr. Mais en tout cas, tout ça, en tout cas, il faut bien comprendre que ça a du sens. Certainement, le fait qu'on vienne s'incarner dans cette vie-là, c'est certainement pour apprendre quelque chose de ces expériences-là. Sinon, effectivement, il y a rien à en tirer, quoi. Donc l'idée qu'on progresse, ça, c'est quand même le plus important. Alors, il y en a qui sont partis de très loin, hein, parce que quand j'en vois certains, ils ont du mal à progresser hein, quand même. Donc voilà, j'ai quelques mecs au volant, je me demande s'ils sont pas partis de trop loin. Il y a Amar qui dit « Bob, toute notre galaxie ne représente même un atome d'un grain de sable dans le Sahara, même pas un atome d'un grain de sable dans notre Sahara. » C'est vrai que c'est tout petit, c'est l'immensité de cet univers qui nous donne le tournis. Mais il y a aussi quelqu'un qui disait « Il y a plusieurs dimensions, la vie, l'au-delà, le passé, le futur aussi, les portes. » On a la sensation, et ça c'est une question que j'aimerais vous poser, mesdames, qu'on est dans un... C'est marrant parce que j'ai regardé là le dernier Matrix, voilà, et on revient à la genèse de l'hologramme, etc. Le jeu, parce qu'en fait, il est devenu créateur de jeux vidéo. Vous avez la sensation, Virginie, d'être où en fait, quand avec vos voyages, quand on est petite, qu'on voyage, qu'on sort de son corps, qu'on se balade, qu'il n'y a plus de frontières, qu'on fait partie du grand tout, vous êtes où? Eh bien là, en fait, je pense que justement, que ce soit philosophique ou qu'on soit dans une grande recherche spirituelle, je pense que de toute façon, tout est à ramener dans notre vie quotidienne. Justement, c'est pas pour nous échapper, etc. Moi, je conçois les vies, la réincarnation, les vies après les vies, mais pas justement comme séparées, cloisonnées les unes les autres, mais au contraire comme un grand cheminement. Ouais. Comme on a des tomes avec les livres, en fait. C'est une grande histoire qui continue avec une conscience, une âme qui parfait. Ouais, souvent, on dit que c'est comme un brouillon, en fait. Chaque vie est un brouillon et on va grandir comme ça. On va faire d'autres expériences, on va faire d'autres rencontres. La dernière fois, ça s'est pas très bien passé entre nous. Cette fois, on va essayer de faire un peu mieux. Je pense que on est un petit peu là dans cette idée-là. Mais ça veut dire quoi, Sandrine, par exemple, quand j'entends, je sais pas si tu es d'accord avec Virginie, mais ça veut dire qu'il y a un programme derrière tout cela. C'est-à-dire quel est le but finalement? C'est-à-dire qu'on avance, comme disait le poète, mais pourquoi faire? Mais voilà. Alors, si j'avais la réponse, ce serait formidable, parce que ça reste le mystère. Je rejoins ce que dit Virginie, et ça me fait penser à ce que me disait Laurent Wolf, qui est d'ailleurs dans le bouquin. En fait, ça pointe le sujet de la conscience, et le fait de revenir, lui, compare ça à des jeux vidéo. Ouais. En fait, on n'a pas forcément choisi ce qui va se passer en termes d'étapes, mais en revanche, en termes d'expérience, au sens large, on aurait choisi, comme un jeu vidéo qu'on reprogramme avec ce voile d'oubli, indispensable à chaque nouvelle expérience pour que la conscience, en tous les cas, notre bulle existentielle dans chaque incarnation soit vierge de l'expérience d'avant. C'est assez troublant ce qu'il dit, parce qu'en plus, apparemment, il a reçu tout ça de Zella, qui est sur Sirius B. Donc lui, c'est un DJ. Lui, il a fait une canalisation. Il a fait une canalisation en voulant simplement faire une séance d'hypnothérapie. Et là, ça fait des années que ça dure, et elle lui transmet des messages absolument sensationnelles, enfin en tout cas spectaculaires, dont certaines sont dans le bouquin. Et il nous explique bien, en fait, l'univers, nos vies, que ce soit petit ou grand, c'est surtout que c'est la conscience globale. En fait, il parle de conscience cosmique. Dedans, il y a l'univers, et dedans, il y a tout. En fait, on met tout. Mais après, je n'ai pas plus la réponse concrète. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose d'assez intéressant, et je poserai la question à Jocelyn. Il fait « Nous avons donné le mot mort sans savoir ce qu'il y avait après, finalement ». C'est vrai que, est-ce qu'on n'a pas forcément mal nommé, Jocelyn, finalement, la vie, quand elle s'arrête, tu vois, on aurait peut-être dû donner un autre mot, parce que le mot mort, il a cette connotation d'arrêt. C'est une question de définition, ouais, ça dépend ce qu'on met derrière. Quand on parle de mort, c'est par définition la cessation de la vie, mais c'est pas forcément la cessation de l'existence. Donc moi je parle pas de vie après la mort, j'essaie de faire attention, quand je parle de ce sujet-là, je parle de poursuite de la conscience, quoi, de poursuite de l'existence, mais pas de vie après la mort, parce qu'on est dans une contradiction, quoi. Effectivement, si on parle de vie après la mort, et ça a posé des problèmes, bien sûr, d'aider Moody, etc. C'est une question de définition, quoi. Qu'est-ce qu'on entend par mort? C'est sûr que pour moi, la mort, en tout cas, n'est pas la fin. Alors,
Et tu as raison de dire que, en fait, il faut peut-être l'envisager différemment. C'est que quand on dit la vie après la vie, on a la sensation, beaucoup espèrent revivre un peu ce que l'on vit. En fait, il faut passer ce cap-là parce qu'on va vivre d'une autre façon. Si on vit, j'imagine qu'on n'est plus de chair et de sang comme là, on a notre corps qui s'en va. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Virginie, avec votre voyage astral. C'est-à-dire que, en fait, vous existez, mais sans avoir cette enveloppe. C'est comme ça qu'il faut envisager la vie. En fait, dans Alice, La vie après la vie, elle se retrouve déjà dans l'au-delà dès les premières pages. Donc déjà, elle a plus ses repères. Mais alors, elle a 17 ans, Alice. Ouais. Elle meurt brutalement. Ouais. Et alors, elle est comme tout le monde. Et d'ailleurs, comme beaucoup de médiums m'ont raconté ici, certaines personnes ne sont pas prêtes à mourir. Et ça arrive brutalement. Et elle se retrouve un peu perdue. Où je suis, qui suis-je, pourquoi moi quoi. Donc, c'est un peu ça. À peine qu'elles sont mortes, d'ailleurs. Bah, ouais. Il y en a qui ne réalisent pas qu'ils sont morts, ouais, tout à fait. Bah, Alice, elle est comme ça. Elle est là, elle est dans un univers donc, qu'elle ne comprend pas. Elle n'a pas de repères. Elle tourne en rond, dans une espèce de désert qui répond beaucoup à ses émotions. Et elle se dit, mais qu'est-ce que je vis, quoi. Elle est dans le traumatisme de plus retrouver ses repères sans comprendre véritablement ce qui s'est passé. Et elle ne se rappelle plus vraiment qui elle est. Elle est vraiment perdue. Mais elle va prendre tout cela à son compte à un moment donné. C'est une jeune fille qui est battante quand même. Et en plus, comme c'est écrit à la première personne, en fait, très vite, on se colle à elle, on s'identifie. Voilà, puis elle décrit beaucoup ses émotions, elle a une vie intérieure qui est extrêmement riche, en fait. Peut-être justement parce qu'elle a plus son corps physique, elle raconte vraiment ce qui se passe émotionnellement. Et elle va trouver une porte en elle pour aller vers la lumière. Et là, elle va se retrouver dans un autre décor. C'est toujours la vie de l'autre côté, dans les plans spirituels, mais là, il va y avoir de l'aide et là, elle va commencer à cheminer dans un très très beau parcours. Ouais. Est-ce que, Sandrine, dans les invités que tu as questionnés pour faire les bouquins des célébrités face au surnaturel, il y en a qui ont eu peur de la mort, il y en a qui t'ont dit, ou alors je balaye tout ça, je ne veux pas en parler, etc. Non, ils se sont livrés, évidemment, sur ce sujet. Ils n'ont pas peur de la mort, fondamentalement. Ils ont peur de souffrir. Donc ça, c'est assez commun. Ça, c'est un peu normal. Voilà, ça, c'est assez commun. Après, ils ne sont pas tous convaincus qu'il y a peut-être autre chose. Voilà. Maintenant, la plupart d'entre eux sont plutôt assez en paix avec le fait de partir. C'est plutôt, alors par exemple, Franck Leboeuf me disait, c'est plutôt ne plus voir les gens que j'aime. Oui. Alors, comme je vous disais, mais est-ce que c'est pas aussi que vous allez manquer à ceux qui restent? Mais ça, en fait, ça ne rentre pas en ligne de compte pour lui. Il n'a pas cette angoisse-là, mais c'est plutôt l'angoisse de souffrir. Ouais. Mais je suis assez d'accord avec Franck Leboeuf, c'est-à-dire qu'en fait, le drame de la vie, alors, Jocelyn, je vais te poser cette question, c'est-à-dire que le drame quand même de la vie aujourd'hui, c'est qu'on nous dit... Enfin, moi, je trouve ça magnifique, la vie. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve ça, juste la planète Terre, je trouve ça magnifique. Les amis, l'amour, le sexe, les relations humaines, une cascade, une plage, voilà, une crique. Je trouve ça tellement beau. Je me dis, mais merde, tout ça, je vais plus le voir après. C'est ça qui m'emmerde, moi. C'est de me dire, je vais plus voir ça. Je vais plus voir les gens que j'aime. C'est ça je suis déjà peiné et triste à l'idée de dire, je vais quitter ça. C'est ça qui fait peur un peu quand même, Jocelyn, à tout le monde et qui fait que tout le monde a envie d'avoir un peu d'espoir. Mais il faut bien dire à tous ceux qui vont passer de l'autre côté, parce que ça c'est une certitude, c'est la seule que je peux vous donner ce soir. Voilà, ça c'est une vérité que je peux donner. On va tous passer de l'autre côté. Il faut absolument se mettre dans la tête que la vie comme on la vit aujourd'hui, ce sera plus ça. Ouais, tu as raison, mais en même temps, si on en croit justement les témoignages des expérienceurs de mort imminente, ce qu'il y a après, c'est merveilleux, c'est splendide, c'est beau, on est dans des paysages aussi absolument fantastiques, et puis on rencontre aussi, on a des interactions avec d'autres personnes, et probablement avec des personnes avec qui on était en contact aussi pendant la vie terrestre. Donc moi je m'inquiète pas trop de ça, je sais que ça va être beau, parce que tous les témoins reviennent en disant c'est absolument merveilleux, d'autant plus que les ressentis sont décuplés. Donc je pense qu'on se regroupe dans des familles d'âmes ou ce genre de choses, j'essaie de faire confiance à ce genre de témoignages aussi qui viennent des médiums, et puis on retrouve ceux qu'on aime et à ceux avec qui on doit continuer à évoluer, et les cascades, les prairies, tout ça, ça sera là, ça sera encore là, donc moi j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Moi je voudrais juste qu'il y ait Cameron Diaz et Sharon Stone de l'autre côté, donc voilà, juste s'il peut y avoir Sharon Stone et Cameron Diaz, ce serait très très bien. Juste, on va faire un petit break dans cette émission pour vous rappeler, vous signaler qu'il y a plein de choses sur BTLV, et notamment des séries
séries. Vous les avez peut-être vues sur la homepage de BTLV. C'est classé maintenant par série. Et il y a surtout dans Face au mystère Jean-Patrick Portal qui revient régulièrement sur BTLV. Vous avez toutes ces émissions. Et il a jeté son dévolu sur Notre-Dame de Chartres. Dans une église, quelle qu'elle soit, l'église est orientée est-ouest, nord-sud. Que symboliquement, le fond de cette église va toujours être vers l'est, puisque c'est là où le soleil se lève. Et il y a cette symbolique de la lumière qui va naître. En revanche, les secrets sont toujours dans l'ombre. Ce qui doit être caché doit rester un peu à l'abri de la lumière. Eh bien, en général, c'est toujours du côté nord que ça se trouve. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le portail le plus intrigant de Chartres est le portail nord. C'est pour ça qu'on l'appelle le portail des initiés ou encore le portail ésotérique. Partie d'un des piliers du portail nord qui est sculpté, où l'on voit l'arche d'alliance, Arca Cedris, c'est écrit et gravé sur la pierre. Il y a une réelle référence à l'arche d'alliance. Alors maintenant, pourquoi? On ne sait pas. Et en plus, on la présente ouverte. On voit des choses. Alors, les distinguer, personnellement, je ne peux pas donner d'interprétation. La seule chose qui m'a toujours étonné sur cette représentation de l'arche d'alliance, c'est qu'on voit une petite souris qui s'en va. Il y a à un endroit, sur ce portail, on voit deux hommes, deux chevaliers, derrière un bouclier. Et bien, pour de nombreux historiens, et évidemment aussi des ésotéristes, ces deux hommes, cachés derrière un seul bouclier, on les voit debout, seraient des Templiers. Que c'est l'esprit montrant qu'en chacun de nous, il y a deux êtres particuliers. Est-ce que c'est une représentation gnostique du monde? Ça devient extrêmement intéressant. Mais il semblerait qu'à Chartres, cette représentation, pour certains, ça serait la preuve, alors qu'on n'en a aucune réelle, que les Templiers auraient financé en partie la construction de Notre-Dame de Chartres. Notre-Dame de Chartres, magnifique, bien sûr, émission sublime à votre disposition si vous nous rejoignez ou si vous êtes déjà abonné. Jean-Patrick Portal sur BTLV. On rappelle que pour le 10e anniversaire de BTLV, on a passé tous nos abonnements sans engagement. C'est l'occasion pour vous de venir et de repartir quand bon vous semble, parce que vous avez été nombreux et nombreuses à nous dire « Oui, je ne m'abonne pas parce qu'il y a de l'engagement ». Eh bien voilà, abonnez-vous, il n'y a plus d'engagement. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. J'aime beaucoup ce que vient de me dire Sandrine. Me dit comme ça il n'y a plus d'excuses. Voilà, vous êtes sans engagement, il n'y a plus d'excuses, vous pouvez nous rejoindre. On parle ce soir de la vie après la mort ou de la vie après la vie. On peut dire ce que l'on veut. Avec Alice, la vie après la vie, Virginie Bobet. C'est un bouquin que vous allez pouvoir dévorer parce que c'est un roman. C'est peut-être presque plus facile de lire des romans sur ces sujets-là parce que c'est pas un essai, on se laisse porter par l'histoire, etc. C'était un choix de faire le roman parce que vu ce que vous avez vécu, vous auriez pu écrire un témoignage, vous voyez ce que je veux dire? Ça s'est imposé à moi en fait. J'ai commencé un matin, ça m'a réveillée, j'ai senti qu'il fallait que j'écrive, j'ai pris de quoi écrire et en fait j'ai commencé à écrire les premières phrases, les premiers paragraphes et les premières pages et je me suis dit ça s'arrête jamais, où est-ce qu'on s'en va comme ça? Vous avez dit tout à l'heure que ce livre il vous avait été soufflé. Oui, inspiré, complètement. Inspiré, mais par canalisation, par écriture automatique? Par canalisation. Je n'utilise pas l'écriture automatique. J'entends en fait parfaitement bien des phrases complètes, entières et je me dépêche juste, j'essaye de rien ou parce qu'ils vous attendent pas si, je leur fais doucement. Et puis après, si j'ai raté un morceau, on reprend avec eux. Et du coup, voilà, j'ai découvert en fait, en même temps que je l'écrivais, que je le tapais sous la dictée, j'ai découvert ce que c'était. Et les premiers chapitres, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Où on va? C'était incroyable. Et c'est-à-dire que d'un seul coup, vous devenez l'instrument? Oui, c'est ça en fait, exactement. Et service d'eux. Et c'est ça, et en plus, c'est compliqué après de montrer ça à quelqu'un et dire « T'en penses quoi ?» Parce que c'est pas... Parce qu'il n'y a pas à en penser, en fait, fondamentalement. Ben non, en fait, c'est... Et puis, moi, je pense surtout que c'est ce qu'on ressent à la lecture, en fait. Donc, c'est pas en penser, évidemment, c'est plus qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que ça te fait. Et moi, j'aime beaucoup le titre, parce qu'on a l'habitude d'entendre la vie après la mort, justement. On l'évoquait tout à l'heure avec Jocelyn. Et en fait, il n'y a pas cet effet de rupture. La vie après la vie, c'est la continuité.
c'est la transformation. Et il n'y a pas ce côté anxiogène. La sémantique est importante, c'est ce que disait notre abonné tout à l'heure qui disait, est-ce qu'on n'a pas finalement mal nommé cette fin de vie. C'est vrai. Et du coup, la mort devient moins anxiogène et surtout, on constate que c'est un passage. Alors, Jocelyn, quand on entend Virginie qui dit « j'ai été aidé, on m'a soufflé, etc. », là aussi, ça ouvre un spectre différent dans notre relation avec l'univers. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les vivants, il y a aussi peut-être un monde invisible à côté qui souffle des informations, qui nous suit. Moi, je dis toujours, je leur en parlais tout à l'heure, j'ai la comment on dit tu es persuadé. Je suis persuadé. J'allais la persuasivité. Voilà. T'as la conviction. Et la conviction, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Que j'ai un ange gardien, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui me récupère toujours par les cheveux que je n'ai plus. Ouais. Donc voilà, et c'est absolument incroyable. Dans des situations extrêmes. Dans des situations extrêmes. Finalement, tout cela est un peu lié quand même, Jocelyn. Bah oui, complètement, ça fait partie du package. C'est-à-dire que si effectivement l'existence continue, eh bien, on est capable apparemment d'entretenir encore une espèce de relation avec ceux qui sont restés. Et ça se traduit par la médiumnité, par les canalisations, par l'écriture inspirée. Moi, je trouve ça super qu'on puisse parler de ces phénomènes-là aussi de cette façon-là. C'est complémentaire du travail que moi je peux faire comme journaliste. Donc c'est parfait. Donc oui, on est entouré. C'est ce que nous disent aussi les chamans depuis la nuit des temps. Je veux dire, on est entouré d'esprits. On communique avec les esprits des ancêtres, avec les esprits de la nature, etc. Donc ça fait partie d'un tout. Il faut s'ouvrir à cette dimension-là. Et c'est sûr que ça ne passe pas par la raison. En même temps, il faut pas exclure la raison. Il faut arriver à concilier les deux, l'intuition, la raison, le cœur, et puis à s'ouvrir à ce champ-là, à cette dimension-là, les synchronicités, etc. Tout ça, ça fait partie d'un tout. On a tendance à faire des catégories, mais en fait, tout ça, c'est peut-être complètement artificiel, quoi. Mais je pense qu'il faut s'ouvrir à ça, effectivement, la possibilité qu'on ait un ange gardien, qu'on ait des guides ou ce genre de choses. Après, c'est des mots, il faut pas se laisser piéger par les mots non plus. Mais en tout cas, il y a des présences qui sont là pour nous guider, pour nous aider, c'est sûr. Ça fait partie. Pour moi, ça donne du sens aussi à l'existence, évidemment. Sandrine ? Ouais, je voulais réagir. En fait, là où je te rejoins complètement, Jocelyn, c'est que je pense que chacun, par le prisme de ses expériences, des différents sujets, et Dieu sait si sur BTLV, ils sont à 360 degrés, en réalité, on arrive toujours à cette complétude. Rien n'est scindé, ça a beau être des sujets différents, en réalité ils sont toujours en fusion. Mais chacun à travers ses expériences et ses éléments de langage en témoigne, et comme si c'était des différentes prises, des clés d'entrée pour justement faire comprendre ou passer le message. Mais c'est vrai, les chamans, on le voit, il n'y a pas de ciel, tout est lié, il n'y a pas de haut, de bas. Il y a les amis des étoiles, les frères de l'espace, etc. Il n'y a aucun problème. Donc ils envisagent tout. Ça s'accélère quand même, Jocelyn, et c'est tant mieux. Et je voudrais d'ailleurs te remercier parce que depuis 10 ans, tu nous fais confiance et c'est grâce à des personnages comme toi que l'on peut aujourd'hui parler le plus clairement possible de ces sujets. Alors, merci mille fois d'avoir été avec nous ce soir. On te libère, on rappelle ou on signale que tu seras en conférence plusieurs fois, et notamment le 10 septembre. Nature guérisseuse. Voilà, Nature guérisseuse. Ce sera une occasion de vous réunir et surtout de te revoir. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le festival Hermetica. Et en octobre, on ira, j'en suis sûr, te suivre à Bruxelles, ouverture de conscience pour un changement de société. Merci Jocelyn, on t'embrasse, prends soin de toi. OVNI, phénomènes paranormaux, sociétés secrètes, Big Brother, mystère des pyramides. En exclusivité sur le web, Bob vous dit toute la vérité. Celle de ses invités. Virginie, je disais à Jocelyn que ça s'accélérait. Effectivement, on a la sensation qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent de tout cela. Est-ce que vous avez aussi, vous, depuis que vous vivez cette expérience, vu une accélération, une prise de conscience, une acceptation même plus grande de tous ces sujets? Oui, clairement, c'était quasiment tabou avant, et maintenant on n'entend plus parler partout, et il y a plein de gens qui, au début, c'était avec les expériences imminentes de mort, puis c'était je ressens la présence d'un défunt, et c'est arrivé comme ça de plus en plus. Et puis il y a de plus en plus de personnes qui ressentent, qui voient, et qui ont des capacités médiumniques qui s'ouvrent, extrasensorielles, et qui même reçoivent en shining des très beaux témoignages ou des très beaux textes. Donc
donc ça s'ouvre. Et puis, je pense surtout, il y a pas mal de gens aussi qui vivent dans leur vie des grands changements, en fait. Peut-être que c'est les confinements, il a fallu qu'on change de vie en un claquement de doigts. Et il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés face à eux-mêmes quand même, ou face à leur conjoint où ils n'avaient pas forcément l'habitude. Il y a des gens qui ont adoré le confinement. Il y a des gens, ça a été une horreur. Ah ouais, donc, ceux qui vivaient dans 30 mètres carrés à 12, donc voilà, c'était compliqué. Non. Moi, j'avais une question, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de la vibration de la Terre qui augmente. Ouais. Alors, est-ce que les consciences s'ouvrent parce que la vibration augmente, ou est-ce que c'est parce que parce que la vibration augmente que les consciences s'ouvrent, ou est-ce que c'est parce que les consciences s'ouvrent que la Terre vibre plus? Ça vient d'où? D'après les spécialistes, moi je suis pas spécialiste dans ce domaine-là, mais ce qui semble, c'est que on parle du passage à la 5e dimension, on passe d'une 3e à une 5e dimension. Densité ou dimension? Dimension. Et en fait, c'est quoi? Attends, je vois pas la. Alors là, il faut m'expliquer densité, dimension. Eh ben, densité, c'est ce qui nous ramène lourdement à la Terre, à la matière, c'est-à-dire ce qui nous ancre le plus bas possible. Okay. Donc, si la densité est plus légère, on s'élève. Et la dimension, c'est plus spatio-temporel, j'ai l'impression. C'est plus le contenu. Voilà, c'est plus le contenu. Mais en fait, ça correspond aussi à par quel biais on s'ouvre au niveau de la conscience aussi. Dans la 3e dimension, on va être plutôt dans quelque chose de survie. On est plus dans les chakras du bas, en fait. On est plus dans, comme tu disais, procréer, essayer de mener sa vie, essayer de gagner sa vie. On va être dans quelque chose d'un petit peu primaire, on pourrait dire ça comme ça. Dans la matière, quoi. Dans la matière, clairement. Et quand on va sur de la 5e dimension, ce qu'on voit surtout, c'est une conscience qui est vraiment plus axée sur le cœur, en fait. C'est-à-dire que, dans le temps, on choisissait aussi une carrière parce qu'il y avait la sécurité de l'emploi et parce que c'était bien, par exemple, d'être fonctionnaire. Voilà. C'était l'ascension sociale aussi. C'était l'ascension sociale, c'était gagner. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a des jeunes, ils disent mais moi je veux juste gagner de quoi, je veux juste travailler un an, de quoi aller faire mon voyage pendant une autre année et ainsi de suite. On voit que c'est complètement différent en fait. Tout ça change. Mon fils c'est comme ça. Oui, ou je veux juste faire ce qui me correspond et peu importe si ça rapporte. Et surtout je veux m'épanouir. Les gens ils en ont marre en fait des obligations. On s'oblige à ça, à s'inviter tous les dimanches chez la belle-mère. Les gens ils en ont ras-le-bol de ça. Ils le disent ouvertement. Ils ont envie de faire autre chose et de vibrer. Je crois que les gens aujourd'hui ils ont envie de vibrer. Et puis après, il faut oser vibrer, c'est tout un cheminement. Mais je pense que la 5e dimension, c'est ça, c'est comment je vis ma vie, mon existence même, j'ai envie de dire, à travers le cœur. Alors, est-ce que tu as vu, puisqu'on parle de cœur, les gens qui sont venus répondre à tes questions et qui sont dans le bouquin des célébrités face au surnaturel, ont du cœur, parce que sinon elles ne viendraient pas, elles ont envie de se livrer, de partager leur expérience, etc. Est-ce que tu en as senti certaines qui avaient des perceptions? Parce qu'en fait, on parlait de perception, c'est-à-dire qu'en fait, on a effectivement beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont ultra-sensibles, qui ressentent des choses, qui n'étaient pas du tout dans l'air du temps de ma jeunesse. Dans les années 80, on ne parlait pas de perception, les mômes, c'était quand même assez... on était des winners, il fallait gagner, il fallait commencer sa vie, gagner du blé, avoir son appart, sa bagnole, etc. Et pour les plus chanceux, son cabriolet. Donc voilà. Mais aujourd'hui, il y a une autre façon de vivre. Et les jeunes, je le vois avec mes enfants, ils ne sont pas du tout dans cet esprit-là. Mais est-ce que tu as senti chez les gens que tu as reçus, certaines personnes avoir des perceptions et en parler? Oui, alors déjà, c'est vrai qu'ils se sont tous livrés quand même très en confiance. Je les ai sentis contents de pouvoir poser leurs paroles avec une parole qui est reçue avec respect. Alors oui, il y en a certains d'entre eux qui ont des perceptions extrasensorielles. On parle de Nathalie Marquet, on parle de Marie Fugain, qui, contre toute nature, s'est remise à avoir des contacts avec les défunts. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais là, par exemple, un Franck Leboeuf qui a été champion du monde, va nous dire aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai été champion du monde et que j'ai gagné beaucoup d'argent que je veux continuer à faire ça. Aujourd'hui, je veux juste faire ce qui me plaît aussi. Et ce qui me plaît, c'est plus ça. Donc, il y a vraiment un retour, et je le sens aussi avec Patrick Chenet, avec Mireille Dumas, c'est l'instant présent. Ça, on en a beaucoup parlé avec eux, c'est être qui on est dans l'instant présent. Et ce qui m'a intéressé dans toutes ces interviews par rapport au grand public, en fait, c'est de pouvoir poser leurs paroles sur toutes ces dimensions considérées comme étant paranormales, surnaturelles, extraordinaires, extrasensorielles. Mais en réalité, c'est une question de prisme. Depuis justement la 3D, on a l'impression que c'est extra, surnaturel, paranormal, mais en réalité, ce sont des sujets normaux, naturels. Ah ben c'est les rationnels
qu'on fait du paranormal. Mais le rationnel n'empêche pas le spirituel. C'est ce que souvent, d'ailleurs, les gens disent. Moi, j'ai les pieds sur terre, je ne crois pas en ça. Et la plupart de ceux que j'ai interviewés, notamment ces célébrités, me disent, moi, je suis très ancré, j'ai les pieds sur terre, mais j'ai aussi ma part de spirituel. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, on ne peut pas bien vivre sa spiritualité si on n'est pas bien ancré. Sinon on décolle. Et on en a vu des perchés. Donc voilà. Donc voilà, c'est vrai que le perché, c'est le danger quand même, Virginie, quand on est petite et qu'on vit ce que vous avez vécu. Clairement. Voilà, c'est de se perdre finalement. J'en ai vu plein de se perdre. En fait, basculer dans un monde qui n'est plus, il y a plus de discernement. celui d'aujourd'hui dans lequel on vit, parce que on ne peut pas de toute façon vivre que d'amour et d'eau fraîche. Il y a quand même des réalités, il y a quand même des choses. La vie est construite comme ça, la société est construite comme ça. Il faut juste se dire, voilà, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les nuages, donc dans les étoiles. Je pense qu'on tendrait vers un idéal si on faisait justement 50-50. On est sur la Terre, donc 50% de la Terre, la matière, notre vie quotidienne. Ça passe par toutes les petites choses du quotidien. C'est cuisiner, c'est aller marcher en forêt, etc. Et puis 50% spirituel. Et le spirituel, en fait, il est là pour nous aider sur la Terre. C'est être accompagné par des belles énergies, c'est être guidé, avoir la bonne étoile, tu parlais tout à l'heure, et c'est exactement ça. Et puis aussi aller chercher du sens, aller chercher ce qui vraiment nous plaît. On a des choix à faire dans la vie, ne serait-ce que professionnels par exemple, ou avec qui on va vivre. Et bien toutes ces petites choses-là et ces grandes choses aussi, et bien si on peut les choisir dans le cœur, pour moi, je mets ça dans le spirituel, en fait. Donc 50-50, je dirais. Alors, est-ce que vous vous considérez toutes les deux comme des femmes spirituelles ? Parce que c'est un grand mot, spirituel. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, je me souviens que Louis Jouvet disait, elle est spirituelle, c'est qu'elle avait de l'esprit. Oui. Voilà. Alors, moi, en premier lieu, je sais que j'ai les pieds sur terre, je suis dans la matière. Ouais. J'ai un bon ancrage d'équilibre et dans la matière, ce qui ne veut pas dire que je suis matérialiste. Mais j'ai cet ancrage, en fait, extérieurement, ma vie n'a pas changé. Mais en réalité, je pense que j'ai un éveil et un chemin spirituel, un chemin intérieur qui ne se voit pas forcément dans mon mode de vie. Mais en réalité, dans la façon dont j'aborde les événements, dans la façon dont je réagis, dans la façon dont je chemine, oui, je pense que j'ai une vraie ouverture à la spiritualité. Mais j'ai pas de connexion extrasensorielle, j'en ai pas encore en tous les cas. Vous êtes une femme spirituelle ? Moi j'ai 3 enfants, j'ai ma vie tout à fait dans la matière et à la fois ma vie ma journée elle s'égrène aussi avec plein de petits moments extraordinaires où je peux recevoir des belles énergies, des belles vibrations et puis ça m'a permis de cheminer, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis peut-être d'une certaine manière aussi de déposer l'ego et puis d'accueillir la vie, tu parlais d'instant présent tout à l'heure, d'accueillir la vie comme elle est. D'acceptation. D'accepter, exactement. La vie après la vie. Donc, et si tout commençait à ce moment-là, donc quand finalement on croit que tout s'arrête. Que tout s'arrête, exactement, et que finalement ça continue. Ben, on l'espère. En tout cas, c'est l'espoir et peut-être cette notion qu'on a essayé de vous donner ce soir dans cette émission. Merci d'être venue, Virginie Bobet, pour cet ouvrage chez Le Lotus et l'Éléphant. Très joli bouquin. Et puis, il y a bien sûr celui de Sandrine Chopin, aussi des célébrités face au surnaturel, en précommande, au tarif réduit, bien sûr, BTLV, et avec les frais de port offerts, jusqu'à la fin du mois de septembre. Il sort officiellement au 1er octobre, Le 11 octobre. Le 11 voilà. octobre. Voilà, donc profitez-en. Merci à toutes les deux. Merci. Ça a été un vrai plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Salut. BTLV présente Des célébrités face au surnaturel, un livre de Sandrine Chopin. Des acteurs Patrick Chenet et Pascal Légitimus aux champions du monde Franck Leboeuf, en passant par l'explorateur Jean-Louis Etienne, Anne Romanoff, Maurice Barthélémy, Nathalie Marquet-Pernot et tant d'autres. Toutes ces célébrités racontent dans ce livre leur rapport au surnaturel. Des témoignages rares, émouvants et parfois même amusants. Des célébrités face au surnaturel, le livre qui vous fera comprendre que vous n'êtes pas les seuls à envisager un monde plus grand. Aux éditions Max Milo, dans la collection BTLV, Mystère et Inexpliqué. Précommandez-le dès maintenant à tarif réduit et les frais de port offerts. Rendez-vous sur btlv.fr ou via le lien dans le chat.